Transport, climat, mode de vie, la seconde révolution électrique est en marche, transformant notre quotidien et nos industries. Quels défis, quelles opportunités cette transition offre-t-elle pour décarboner nos sociétés? Pour en parler, voici Léo Babodou, Solène Bourguet, Sylvain Vidal, et c'est notre journaliste Emmanuel Durand-Rodriguez qui animera les débats. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Bonjour à tous et toutes. Merci à tous les trois d'être avec nous. Merci Boris. Je vous présente Léo Babodou, alumni INSA. Vous êtes ingénieur chargé d'études décarbonation industrie chez Dalkia et vous êtes membre par ailleurs du Shift Project. Solène Bourguet, vous êtes étudiante en 6e année, double cursus INSA Sciences Po Toulouse. Votre spécialité, c'est la physique et aussi les affaires européennes. Sylvain Vidal, directeur de l'action régionale d'EDF en Occitanie. Alors pour poser les termes du débat, c'est vrai que l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone en 2050 nécessite, comme tout le monde le sait désormais, de sortir des énergies fossiles et donc une augmentation de la consommation d'électricité en perspective. C'est la raison d'être de ce titre, la seconde révolution électrique. Alors avant peut-être de rentrer dans le détail et d'évoquer les usages, la production, peut-être aussi les recrutements nécessaires pour faire fonctionner tout ça. Peut-être en synthèse, tous les trois, votre vision de ces questions à la fois énergétiques et de révolution électrique. Solène Bourguet. Bonjour à tous. Donc, écoutez, je suis ravie de partager cette table ronde avec vous tous pour un sujet qui est vraiment contemporain. Donc, en synthèse, mon opinion concernant cette révolution électrique, je pense qu'on a besoin du technique et de électrifier tous nos usages dans la mesure où notre électricité en France est décarbonée à hauteur de 94%. Mais on a également besoin d'un changement dans nos mentalités, dans nos usages. On a besoin d'être sensibilisés, même plus que sensibilisés, on a besoin d'arriver à quantifier nos modes de vie. Je sais qu'on entend souvent l'objectif de 2 tonnes de CO2 par personne et par an. Je ne sais pas si pour vous c'est concret, mais pour moi c'est complètement abstrait. On a toute cette ambition en fait, d'arriver à quantifier nos modes d'usage, quelles sont les actions véritablement impactantes sur cet objectif-là. Il y a également une place de la décision politique qui peut favoriser nos comportements responsables dans notre société. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un enjeu vraiment pluridisciplinaire, aussi bien côté ingénierie, industrie, mais également politique. Léo Babodou. Bonjour à tous. Oui, je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Je pense que l'enjeu principal, finalement, c'est la décarbonation. Ce qu'on sait, c'est que la cause majeure du dérèglement climatique, ce sont les émissions de CO2. Donc, c'est vraiment sur la phase carbonée qu'il faut agir. Pour ça, je pense qu'il y a vraiment plusieurs choses à mettre en place. Ça passe par de la sobriété. Chacun a son rôle à jouer. Ça passe par de l'efficacité énergétique, on y reviendra plus tard, mais l'efficacité énergétique, c'est vraiment essayer de moins consommer. Et ensuite, ce sera mieux consommer. Donc mieux consommer, qu'est-ce que c'est? C'est moins décarboné. On a la chance, comme Solène l'a dit, d'avoir en France une production électrique qui est décarbonée, à très grande majorité. Il faut donc essayer d'augmenter, d'électrifier les usages afin d'augmenter cette consommation d'énergie décarbonée. Pour moi, c'est vraiment l'enjeu majeur. Bon, on va rentrer dans le détail de tout ça, mais peut-être votre vision de votre côté, Sylvain Vidal. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, puisque je suis le plus âgé, je vais peut-être permettre de revenir sur la première révolution électrique pour rappeler qu'en fait, la première révolution électrique, c'est celle qui a été conduite suite au choc pétrolier de 1973 et qui a conduit en France à engager le programme nucléaire français avec l'ambition de réduire notre dépendance à la montée des prix du pétrole. Donc c'était une motivation économique et pas une motivation environnementale. Et le constat qu'on fait 50 ans après, c'est que la consommation énergétique mondiale, toute énergie confondue, elle a quasiment triplé, et que la part des énergies fossiles dans cette consommation énergétique mondiale, elle est de 80%. Alors certes, elle est un peu plus faible en France, mais elle reste quand même très très importante. Alors comme ça a été dit, l'atout qu'on a en France, c'est qu'en effet d'avoir une production électrique qui soit très décarbonée, à plus de 95% décarbonée grâce au nucléaire, l'hydroélectricité
et les énergies renouvelables. Et la deuxième révolution électrique, elle n'est pas tellement amenée sur la production, mais elle est amenée sur comment on accélère le développement des usages électriques. Et quand on parle d'accélérer, c'est vraiment une rupture à conduire. C'est pour ça qu'on se permet de parler de deuxième révolution. Ok, alors si on parle des usages, peut-être qu'on peut commencer par préciser aussi quels sont les secteurs les plus émetteurs de CO2. Ça va nous donner une petite idée vers là où il faut aller. Donc, principalement, les secteurs les plus émetteurs, c'est le transport, c'est le bâtiment, c'est l'industrie. De votre point de vue, comment on peut précisément accélérer cette décarbonation ? Donc, en effet, les secteurs, vous l'avez cité. Bon, un point très, très important pour démarrer par le premier, c'est celui des transports, hein, que ce soit les transports personnels, individuels ou évidemment les transports collectifs et professionnels, qui représentent plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, évidemment, l'électricité a un rôle déterminant à jouer en apportant à la fois une solution sur l'enjeu environnemental, puisque un véhicule électrique aujourd'hui, ça émet 4 fois moins de CO2 qu'un véhicule thermique. On estime que le temps de retour CO2, il est autour de 20 000 km, et qu'en plus, le prix du carburant, il est 4 fois moins cher. Donc ça, c'est le premier secteur sur lequel il y a une mobilisation très, très importante à avoir. Le secteur industriel aussi, où là, il y a encore beaucoup de process qui sont au fuel, au pétrole, au gaz. Et donc là, il faut accompagner les industriels pour passer sur des process décarbonés. On pourra y revenir aussi. Et puis évidemment, il y a tout le secteur de l'habitat, sur lequel, là, il y a un enjeu évidemment d'abord de sobriété, d'efficacité énergétique, mais aussi de substituer toutes les chaudières, en particulier fuel au gaz, avec une solution qui est totalement éprouvée aujourd'hui, qui est celle de la pompe à chaleur. Et puis, dernier point, il y a aussi des nouveaux usages, et peut-être le lien avec d'autres conférences, en particulier sur le numérique. Et on sait très bien que l'IA va nécessiter de développement de data centers de puissance très, très importante. Et là, à la fois pour un enjeu de souveraineté, un enjeu environnemental, je dirais la France est potentiellement une terre d'accueil sur ces nouveaux data centers importantes, de par la production d'électricité disponible et décarbonée. Bon, très bien. Merci beaucoup, Sylvain Vidal, de faire la passerelle avec les deux questions prochaines que je pensais poser. La première à Léo Babodou, précisément sur l'industrie, et tout à l'heure, après, Solène, sur la question de l'impact du numérique. Donc vous travaillez chez Dalkia précisément pour décarboner l'industrie. Exactement. Donc Dalkia est une filiale du groupe EDF. Et on travaille à la fois sur l'industrie, mais aussi sur les bâtiments, comme Sylvain l'a évoqué. Il faut savoir qu'en fait, quand on parle d'industrie, quand on parle de bâtiments, finalement, on parle de chaleur. Tous les industriels consomment de la chaleur. Cette chaleur, elle est produite actuellement beaucoup moins par le fioul, de moins en moins, mais par le gaz essentiellement. Et que ce soit pour les bâtiments ou l'industrie, finalement, il faut appliquer à peu près la même stratégie, c'est-à-dire la sobriété. Sobriété pour l'industrie, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'eux cherchent à produire. Dans ce cas-là, on va aller plus vers de l'efficacité énergétique. Qu'est-ce que c'est l'efficacité énergétique ? C'est récupérer de la chaleur où est-ce qu'on le peut et la réutiliser à d'autres endroits. Ça va être aussi revoir... Par exemple Typiquement, par exemple, dans les fumées. Les fumées de combustion, ça contient de l'eau sous forme de vapeur, qui est très chargée en énergie en fait. Si on la condense, on récupère beaucoup d'énergie et on peut la réutiliser quelque part. Un industriel, il a souvent besoin d'énergie sous forme de à peu près à 150 degrés. Et il va rejeter de la chaleur à 50 degrés. Mais en fait, 50 degrés, pour lui, c'est un déchet. Il est obligé de la refroidir, parce qu'il ne peut pas la relâcher comme ça. Donc il va consommer de l'énergie pour refroidir quelque chose qui est déjà chaud. Et en fait, ce qu'on peut mettre en place, c'est par exemple des pompes à chaleur. Il y en a une qui a été développée très récemment par EDF, qui s'appelle Transpac, qui permet de prélever de la chaleur à 50 degrés et de la rehausser à 140 degrés avec un coefficient de performance très intéressant. Donc finalement, c'est un milieu qui est en pleine évolution, avec des technologies qui arrivent et qui permettent d'électrifier des usages que l'on n'avait pas avant, et surtout de faire cette efficacité énergétique, d'essayer d'optimiser au maximum le procédé,
et de voir finalement l'industrie et le site comme une globalité, et pas seulement un empilement de plusieurs individualités, mais plutôt comme un système global. Et c'est exactement pareil pour les habitats. Pour les habitats, avant le régime de température d'alimentation des radiateurs ou quoi que ce soit, c'était 90, 110 degrés. Maintenant, on va arriver sur de la basse température, du plancher chauffant, ce qui permet d'électrifier ces usages. Donc c'est à la fois faire de l'efficacité énergétique, abaisser les consommations, et quand on les a abaissées, on essaie aussi de mieux produire cette chaleur en l'électrifiant. Et en un mot, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, vous-même? Je travaille sur de très nombreux projets chez... Et en ce moment, par exemple? En ce moment, on travaille beaucoup avec les papetiers, qui ont été... c'est un secteur qui consomme énormément d'énergie. Et donc, on essaie de substituer finalement... Vraiment, la base, c'est d'essayer d'effacer la production de gaz. Comme je l'ai dit, l'impact majeur, c'est le carbone, c'est le CO2. Donc, on va essayer de venir à la source de ces émissions de CO2 et donc de remplacer les productions gaz par de l'électricité, mais aussi de la biomasse. On travaille beaucoup avec la biomasse qui, en ACV, en analyse de cycle de vie, a des émissions qui sont considérées neutres. C'est-à-dire qu'elles vont capter le CO2 qu'elles émettent lors de la combustion. Et par conséquent, on essaie de mettre aussi en place de la biomasse. Solène Bourguet, vous qui êtes en double diplôme INSA Sciences Po, vous menez de nombreux projets. Peut-être qu'on peut en citer deux. Précisément, vous travaillez sur la question de l'analyse du cycle de vie d'un satellite, mais aussi sur l'impact de l'IA sur le numérique et sur la consommation électrique. Exactement. Donc j'ai été amenée du coup pendant mes études à réaliser une analyse de cycle de vie d'un département, donc le génie informatique de mon école d'ingénieur. Et en fait, c'est en échangeant avec un professeur qui nous a éclairé sur la question effectivement de nos changements d'usage du numérique et notamment de l'arrivée dans notre quotidien de l'intelligence artificielle depuis quelques années. Et c'est ça qui a été moteur tout simplement de ce projet. Et donc avec ma binôme, on s'est nourri de nombreux rapports, donc l'ARCEP, l'ADEME. Et effectivement, on constate bien que le numérique, c'est un poids dans notre système énergétique. Ça représente quand même 10% de notre consommation électrique en France. Et selon certains modèles, donc certains modèles de l'ARCEP, si on ne diminue pas la consommation du numérique, cette demande énergétique va augmenter va être doublée d'ici 2050. Et il y a également l'arrivée dans le quotidien de l'intelligence artificielle depuis quelques années, dans le mien également. On a toute une réflexion vis-à-vis de celle-ci, d'autant plus que, voilà, je vais vous donner un chiffre. ChatGPT a mis 5 jours à atteindre 1 million d'utilisateurs, alors que Netflix a mis 3 ans et demi, donc pour rendre compte de l'engouement autour de l'intelligence générative. Donc on a un engouement, on a également une complexification des modèles qui vont apporter une charge sur nos infrastructures numériques et donc qui pose question de la consommation énergétique future. Donc à réfléchir à toutes ces questions-là. Sylvain Vidal voulait réagir sur ce point avant peut-être qu'on évoque la question de la production, puisque si effectivement nos usages d'électricité augmentent, il va falloir aussi produire. Oui, sur le numérique, peut-être un mot. Oui, sur le numérique, peut-être donner des ordres de grandeur. Sur les nouveaux data centers IA annoncés, on est sur des puissances de 1 gigawatt, c'est-à-dire une tranche de centrale nucléaire. On vient de voir qu'aux États-Unis, les GAFA veulent s'adosser à des centrales nucléaires ou voire promouvoir la construction de centrales nucléaires uniquement pour leurs données numériques. Donc là, il y a un enjeu essentiel à ce que, au-delà évidemment de faire tous les efforts pour que la consommation soit minimale, à ce que l'électricité qui alimentera ces data centers soit décarbonée et soit pas issue de production à partir de gaz, pierre, de charbon. Alors, pour réagir aussi, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est de bien penser ces systèmes-là. Comme je vous l'ai dit, il ne faut plus voir des individualités. C'est plus seulement les bâtiments, c'est plus seulement les industriels, c'est plus seulement les data centers. En fait, il faut vraiment voir le système comme une globalité. Et ça, c'est rendu possible grâce à l'électrification, mais c'est aussi rendu possible grâce à la chaleur. Un data center, il faut le refroidir. Et en fait, ça consomme beaucoup d'énergie pour le refroidir. beaucoup d'eau.
Alors pas forcément d'eau parce qu'on fonctionne en système fermé, mais vraiment de l'énergie électrique pour refroidir. C'est des frigos. On utilise des frigos pour refroidir les data centers, en quelque sorte. Et en fait, cette énergie, au lieu de la diffuser et de l'envoyer dans l'atmosphère, on peut la réutiliser. Et maintenant, nous, chez Dalkia, on développe des solutions afin de refroidir des data centers et directement réutiliser la chaleur pour chauffer les bâtiments des sites à côté. Ça, c'est clairement... Voilà, je pense que l'enjeu majeur des années à venir, c'est de réfléchir en global et plus seulement en individuel. L'économie circulaire au sens très très large. Et ça marche. En fait, ça fonctionne déjà chez des clients. On met déjà en place, alors pour l'instant c'est chez des industriels, mais ça se développe aussi avec des collectivités, lorsqu'un data center est présent sur le site d'industriels, des industriels de l'aviation ou quoi que ce soit, finalement on peut utiliser l'énergie générée par leur data center pour chauffer des bâtiments à côté. Et ça marche très bien. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de production d'électricité pour ces nouveaux usages Sylvain Vidal, on n'est plus dans la même configuration, par exemple, qu'il y a 2 ans, au moment de la crainte du shutdown lié à la guerre en Ukraine. Est-ce que néanmoins, dans les années futures, on aura suffisamment de production d'électricité? Oui, alors, faites référence en effet à l'hiver un peu compliqué qu'on a passé, l'hiver 2022-2023. Donc, bon, ces problèmes-là, ils sont très clairement derrière nous. Juste pour rappeler qu'en fait, les difficultés qu'on a rencontrées à cette période-là, elles étaient dues à la fois aux inquiétudes qu'il y avait sur les alimentations en gaz, plutôt sur le reste de l'Europe, et la difficulté qu'on a rencontrée, nous, à EDF, avec un problème technique sur nos centrales nucléaires, ce qui fait que la disponibilité du parc nucléaire a diminué. Donc ce problème, il est derrière nous, et je dirais qu'on est tout à fait capable à la fois de répondre aux besoins actuels et aux besoins futurs. Peut-être un chiffre à donner. On n'aura jamais autant exporté d'électricité vers nos pays voisins que sur l'année 2024. Et c'est sûr que nous, on préférait, plutôt que ça serve d'abord en priorité, même s'il faut une solidarité européenne, ça serve d'abord en priorité à basculer sur des process ELEC en substitution de process carbonés. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude, surtout qu'on reste très, très clairement dans une dynamique où, en particulier sur le développement des renouvelables et le développement de l'autoconsommation, la dynamique reste très, très forte. Solène Bourguet, vous qui êtes aussi donc à Sciences Po, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu, une peut-être photographie de la souveraineté électrique France versus les autres, versus l'Allemagne par exemple? Exactement. Je vais peut-être partir d'une étude menée en 2020 qui, donc en France, effectivement, la voiture électrique fait relativement consensus. Elle est beaucoup plus intéressante niveau empreinte carbone qu'une voiture thermique, mais ce n'est pas le cas partout. En 2015, en Pologne, si vous utilisiez une voiture thermique, vous étiez plus écolo, visiblement, que si vous utilisiez une voiture électrique. Donc ça pose question de regarder ailleurs. Et donc en Pologne, par exemple, la production électrique à hauteur de 75% est créée via des centrales à charbon, centrales à gaz. Bien que l'énergie renouvelable prenne de l'ampleur, on n'est pas tous au même niveau actuellement. En Allemagne, par exemple, ils ont de grands objectifs, 80% de renouvelables d'ici 2050. Actuellement, ils sont à 43%. Donc il y a tout un travail à intégrer dans ces mix électriques. Donc effectivement, en France, on a la chance d'avoir une énergie très décarbonée, ce qui n'est pas forcément le cas de tous nos voisins européens, bien qu'on constate à l'échelle de l'Union européenne qu'il y a une augmentation des énergies renouvelables et une diminution des énergies fossiles. Léo, vous vouliez intervenir? Pour compléter, je pense aussi, c'est encore une fois cette vision globale. En fait, je pense que il faut plus forcément raisonner par un mix pays par pays. C'est vrai qu'avec la chance, le pouvoir de l'électricité, c'est que c'est facilement transportable. Et en fait, on a un réseau électrique qui peut se réfléchir au niveau européen avec des échanges dynamiques qui peuvent se faire. Il va falloir aller vers ça parce que finalement, l'augmentation des ENR, ça
de très nombreuses qualités, mais ça a aussi les qualités de ses défauts, c'est-à-dire que ça produit quand il fait du vent, quand il fait du soleil. Et il va arriver que certains pays se retrouvent excédentaires en production électrique. Et donc, il va falloir avoir un système d'échange électrique européen qui pourra se mettre en place. Ça fait écho aussi avec la question de la flexibilité du système électrique, puisque il est de moins en moins question d'heures pleines, d'heures creuses dans la consommation, mais plutôt de comment s'adapter justement à la disponibilité de l'électricité. Oui, en fait, le système électrique qui se déforme très très vite, hein, avec principalement... Ça veut déformer, c'est-à-dire... Déformer, ça veut dire qu'en fait, il y a un développement très important des énergies renouvelables qui arrivent sur le réseau, qui sont en effet disponibles quand les ressources renouvelables sont là, le vent, le soleil. Et donc, la question sachant que la caractéristique d'un système électrique global, c'est qu'il faut qu'à tout moment, la consommation soit égale à la production. Donc, on voit qu'il va falloir mener des ajustements de plus en plus précis, soit au niveau global, soit au niveau local. Vous prenez l'exemple des heures creuses et des heures pleines que tout le monde connaît en France. Ben, l'idée demain, c'est peut-être d'avoir, au moins dans certaines régions, des heures creuses, sur lesquelles on favorise la consommation d'électricité à la pause méridienne, parce que le photovoltaïque produit. Et qu'il va falloir aussi développer des systèmes. Donc, ça emmène sur la question du stockage, de quand est-ce qu'on consomme au bon moment, quand est-ce que dans certains cas il faut s'effacer pour favoriser les équilibres. Donc ça, c'est quelque chose qui est croissant, en pleine dynamique, et sur lesquels il faut développer à la fois les outils techniques, mais aussi les outils tarifaires pour inciter tout le monde à coller à cet enjeu d'adaptation. On a cette question justement des business models et des prix et en ce moment d'actualité et étudiée. Oui, en fait, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a des moments, en fait, quand on regarde ce qui se passe en gros sur la bourse européenne de l'électricité, il y a des moments où il y a tellement d'électricité sur le réseau que si un producteur veut continuer à débiter sur le réseau, il va payer. C'est-à-dire que quelque part, on est sur des prix négatifs. Bon, donc ça, c'est potentiellement des situations qui vont être de plus en plus importantes, et bien sur lesquelles justement il faut inciter, lors de ces périodes sur lesquelles les prix sont bas, voire négatifs, inciter les gens à consommer et mettre des systèmes, j'allais dire, de tarification qui les incitent à déplacer leur production sur cette période, leur consommation, sur ces périodes-là. On a entendu ce matin Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, fondateur de TSE aussi, lancer un appel à la détermination et à l'implication plus importante de l'Union européenne, la nécessité de faire des choix stratégiques majeurs. Comment vous réagiriez justement sur cette question de l'électricité, hein? Ouais, j'ai eu la chance, comme beaucoup d'entre vous, d'assister à l'intervention de Jean Tirole, sur lequel il y avait cet enjeu technologique qu'il a partagé avec nous. Alors juste un point, c'est concernant l'énergie, le nucléaire, les renouvelables, dans leur utilisation, je pense que là, on n'a pas de longueur de retard. C'est plutôt un point positif et qu'on a plutôt des atouts pour attirer. C'est l'exemple que je donnais sur les data centers. Donc après, ce qu'il faut qu'on développe, en effet, c'est qu'on continue à progresser dans notre gestion globale du système électrique. La solidarité avec les pays voisins, elle doit continuer à se développer. Alors, ce n'est pas la responsabilité d'EDF directement, mais globalement, intensifier les interconnexions entre pays pour que, globalement, on cherche plutôt un optimum global plutôt que des optimums locaux. Et après, ce qu'il faut, c'est et on a les capacités à le faire maintenant, développer des incitations vis-à-vis des utilisateurs de plus en plus performantes et qu'ils collent de plus en plus au mix de production d'électricité pour que leurs usages collent à ce mix. Mais je pense qu'on a toutes les conditions réunies pour y arriver et pour peut-être un peu contrebalancer les difficultés qui ont été évoquées dans l'exemple précédent. Je pense que, en particulier en France, le mix électrique qu'on a est clairement un atout pour le développement industriel sur le pays.
Votre analyse, vous, Léo, et j'ai précisé tout à l'heure que vous étiez membre du Shift Project. Oui, enfin contributeur, mais je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Sylvain. En fait, vraiment pour recentrer le débat, c'est au niveau européen et au niveau mondial, il faut diminuer la consommation d'énergie fossile. C'est le constat. Pour ça, il faut faire de l'efficacité énergétique, faire de la sobriété, on diminue nos consommations. Une fois qu'on a fait ça, et en parallèle surtout, il faut électrifier. Donc en fait, la consommation d'électricité, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que malgré tous nos efforts de diminution de consommation d'énergie globale, comme on va augmenter la consommation électrique, finalement, la consommation d'électricité, elle, va augmenter. Donc on décarbone en substituant toutes les productions d'énergie fossiles par l'électricité. Une fois qu'on a fait cette électrification, là, du coup, il y a toute cette question du mix énergétique électrique qui va se poser avec ces questions de flexibilité. La flexibilité, c'est un enjeu colossal, comme Sylvain l'a dit. Il va falloir interconnecter la majorité des États. Et en fait, il va falloir sensibiliser, y compris les industriels notamment. Par exemple, il est possible de mettre en place des chaudières électriques. Certains industriels en ont déjà. Et en fait, ils se sont retrouvés à produire avec les chaudières électriques lorsque les prix de marché étaient en prix spot négatif. Ils se sont retrouvés à gagner de l'argent en produisant. Voilà. Et en fait, c'est ça, cette flexibilité. C'est essayer de réfléchir à un modèle qui permettrait, avec de l'intelligence artificielle, parce que c'est très compliqué à piloter, mais d'avoir la meilleure flexibilité et le meilleur agencement entre la production et la consommation. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, et ce que Sylvain a dit qui est très important, c'est qu'en fait, il faut que la consommation soit égale à la production. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc pour ça, il faut vraiment avoir un système qui puisse être flexible, être pilotable, faire du délestage lorsque finalement la production est un petit peu en peine par rapport à la consommation, ou alors, au contraire, mettre en place des moyens de consommation électrique lorsque la production est élevée. Ça peut être aussi avec du stockage par batterie, avec des véhicules électriques. Ça peut être voilà, cette smart grid, ce réseau intelligent qu'il faut vraiment essayer de développer. Et ça va passer par de l'incitation tarifaire et des décisions politiques pour essayer de mettre ceci en place. Dites-nous quand même un mot sur Shift Project. Donc j'ai compris contributeur. Quel est le positionnement de Shift Project sur la question de la production électrique ? Alors, je ne vais pas me faire porte-parole du Shift Project, hein, mais globalement, le consensus est là. Ce que je vous ai dit, s'il y a 2 points à retenir, c'est qu'il faut diminuer les consommations d'énergie fossile, et ça passe par l'électrification. Voilà. Globalement, c'est ça. L'électrification, il faut avoir un mix décarboné pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Ce mix décarboné, c'est des ENR. Il faut les développer. Mais c'est aussi le nucléaire. Le nucléaire, il n'y a pas de débat dessus, dans le sens où c'est un moyen de production. Alors, moins qu'avant, sans doute, mais pas quand même. Pas sur le fait que ce soit un moyen de production d'énergie décarboné. Comme je vous l'ai dit, l'enjeu primordial, c'est vraiment ces émissions de gaz à effet de serre, ce carbone qui est la cause principale du dérèglement climatique. On a la chance, et on sait donner la chance en France, d'avoir ce mix. D'autres pays sont en train de nous suivre. Le Royaume-Uni va développer sa production. L'Italie est revenue sur ces décisions. La Belgique aussi. Voilà, le paradigme est en train de changer. Tout le monde, je pense, a saisi les enjeux, va dans la bonne direction. Charge à nous de mettre en place de l'intelligence collective pour réfléchir à comment est-ce que tous ensemble, on va pouvoir être flexible, mieux produire, mieux consommer. La perception du nucléaire change, Sylvain Vidal ? Oui, elle change, elle a beaucoup changé. Je pense que la crise en Ukraine a été un déclencheur sur l'enjeu de souveraineté, les inquiétudes par rapport à la dépendance, par rapport aux situations géostratégiques. Donc aujourd'hui, nous, on fait des enquêtes d'opinion et le constat qu'on fait, c'est que
plus de 66% des personnes en France aujourd'hui se déclarent favorables à l'énergie nucléaire. C'est-à-dire que très clairement, les positions ont changé par rapport à ça. Ça reste un sujet de débat, bien sûr, hein, mais c'est plutôt très positif. Et globalement, ce qu'on perçoit aussi, c'est que les utilisateurs, les Français, que ce soit à titre personnel ou professionnel, ont une prise de conscience des enjeux énergétiques globaux qui est de plus en plus forte et veulent de plus en plus être acteurs de leur propre consommation. Solène Bourguet, vous qui êtes en fin de parcours d'études, est-ce que vous percevez une différence de traitement de ces questions énergétiques, à la fois dans une école d'ingénieurs, d'ingénieuses et puis à Sciences Po? C'est une question qui nous concerne tous, et je sais que ma génération est très sensibilisée à ces questions-là. Concernant l'énergie, je sais qu'il y a un parcours transversal à l'INSA en 5e année qui se nomme Énergie, et que c'est un parcours qui est de plus en plus plébiscité par de nombreux INSAiens. Donc c'est quelque chose qui intéresse, et voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant pour des futurs diplômés. D'autant qu'on a besoin, ce sont des secteurs qui vont recruter. C'est peut-être la dernière thématique qu'on peut rapidement aborder avant peut-être de vous donner la parole, vous qui êtes avec nous ici dans l'amphithéâtre de TSE. Est-ce qu'on a une idée des recrutements? Enfin, une idée, j'espère que vous avez une idée. Est-ce que vous avez des chiffres sur à la fois le recrutement de la filière et le recrutement d'EDF? Oui, en effet, pour mener cette deuxième révolution électrique, il faut des talents. Alors, je fais aussi le lien avec l'intervention de Jean Tirole. Ils sont présents en Europe et en France. Donc, oui, les besoins sont très importants et avec une vision long terme. C'est-à-dire que pour donner des ordres de grandeur, on estime qu'il faut recruter 100 000 personnes dans la filière nucléaire en France. 5 000, 100 000 100 000 dans les 10 ans qui viennent. C'est à peu près le même nombre aussi sur les enjeux d'accompagnement des industriels, sur le bâtiment, sur les réseaux, c'est le même ordre de grandeur. Pour donner un chiffre plus précis, dans le groupe EDF, on recrutera 10 000 personnes cette année. Donc c'est principalement, évidemment, des formations techniques qu'on cherche, hein, que ce soit de bac professionnel jusqu'à ingénieur. Donc là, je dirais que l'enjeu plutôt du monde académique, du monde de la formation, ça va être de la capacité à donner envie à un maximum de jeunes de rejoindre ce domaine-là, qui à mon avis très porteur de sens. Voilà, c'est plutôt l'enjeu, ça va être plutôt de faire venir le plus grand nombre, et c'est plutôt très positif en termes d'emploi. Quels sont les profils pour se figurer les choses les profils, on a beaucoup de profils, je disais, bac professionnel, bac plus 2, bac plus 3. Donc là, c'est très varié. On a des profils dans le domaine de l'électricité, l'électronique, la gestion du chaud et du froid. Évidemment, beaucoup de profils d'ingénieurs aussi, hein, mais dans tous les domaines, hein, que ça va du génie civil jusqu'au domaine électrique, le domaine du chaud. Donc voilà, on est plutôt à dominance technique, bien sûr. Mais avec un éventail qui est très très large. Vous avez participé tous les deux, Léo Babodou et Solène Bourguet, à un événement qui s'appelle Génération D. Alors d'abord, vous me direz ce que c'est. Et Génération D, c'est décarbonation, c'est ça? C'est demain aussi, c'est décarbonation. Demain. Il y a plein de synonymes, plein de mots. Il s'agissait de quoi en fait, de répondre à aux problématiques de décarbonation entre étudiants, c'est ça, ou écoles? Exactement, c'était un projet entre du coup l'INSA et EDF qui proposait à des étudiants et des ingénieurs de participer ensemble à inventer des solutions décarbonées pour demain. Donc des choses très l'innovation. Oui, c'est ça, il y avait plusieurs équipes. Déjà, c'était sur la base du volontariat des étudiants de 4A et 5A. Et comme Sylvain l'a dit, en fait, c'est vraiment interfilière. C'est-à-dire, tout le monde est concerné, on a besoin de tous les profils. Donc ça, je trouvais ça vraiment très enrichissant. Et c'était sur la base d'équipes. Le terme, c'était décarboner les événements culturels et ou sportifs. Et chaque équipe travaillait sur un sujet en particulier. Et on a vu que finalement, grâce à la différence de profil et à l'intelligence collective, en une journée, les étudiants étaient capables de produire des solutions très intéressantes. Donc voilà, je pense que
encore une fois, je vais revenir sur ma vision globale et systémique, mais je trouve ça vraiment intéressant de mettre en place une intelligence collective et plusieurs types de profils différents autour d'une table, réfléchir à une problématique et ensemble arriver à une solution. Voilà, je crois vraiment en ça. Donc économie circulaire et collaboration. Oui, je pense que ce sont des enjeux majeurs et on a tous finalement notre place et notre rôle à jouer. Et je pense que si on s'y met tous ensemble, on a toutes les cartes en main pour y réfléchir. Vraiment, il faut pas être pessimiste sur le sujet parce que les choses qui existent et qui sont en place actuellement, finalement, elles fonctionnent. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que chez les industriels, chez les particuliers, chez les collectivités, finalement, tous les acteurs vers lesquels on travaille, en fait, chacun a déjà commencé à amorcer sa transition. Nous, on essaie de les accompagner au mieux. Et je pense que tous ensemble, on peut vraiment réussir à aller vers un avenir souhaitable. Merci pour cette... Enfin, je sais pas une conclusion parce qu'on va poursuivre les échanges, mais bon, merci. Merci à nos invités, on vous applaudit chaleureusement. Et on va prendre vos questions, s'il y en a dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on vous passe un micro. Ici. Oui, bonjour. On voit beaucoup quand on rentre dans des bâtiments, quand on prend le train, des évaluations en termes de tonnes de carbone. Je voudrais savoir à quoi ça correspond concrètement et comment on peut comparer ces différentes évaluations. En fait, l'indicateur carbone, c'est l'indicateur de base en termes de réchauffement climatique. En fait, le carbone a un impact sur le réchauffement climatique. Le CO2, il va empêcher il a un impact. Et finalement, c'est notre base de comparaison pour comparer tous les systèmes. Voilà. Il faut avoir en tête que l'empreinte carbone d'un Français actuellement, c'est environ 9 tonnes de CO2 par an, en équivalent CO2. Et voilà, c'est une unité de mesure. Et ça permet de comparer toutes choses, tous les impacts entre eux. Voilà. Les ordres de grandeur à retenir, c'est ça, c'est l'impact d'un Français, c'est environ 9 tonnes. L'objectif, c'est d'arriver vers 2 tonnes pour arriver vers la neutralité carbone. On va vous redonner le micro pour celles et ceux qui nous regardent en streaming, qui n'auraient pas le plaisir d'entendre votre question. Juste pour compléter, une tonne de carbone, par exemple, une tonne consommée, concrètement, ça correspond à quoi? Alors, une tonne, ça va être, en ordre de grandeur, ça va être 2 allers-retours Paris-New York, par exemple. Mais après, en fait, c'est... Donc c'est déjà la moitié de ce qu'on devrait... Complètement. En fait, c'est ça qui est intéressant. Je vous encourage à faire votre bilan carbone sur des sites comme ceux de l'ADEME, par exemple, où en fait, vous allez vous rendre compte de l'impact carbone d'action du quotidien et d'avoir ces ordres de grandeur en tête. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des petits ordres de grandeur des actions du quotidien. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a certaines actions qui vont nous coûter beaucoup à ne pas faire. On dit, oui, on éteint l'électricité quand on n'est pas dans la pièce. Bon, c'est du bon sens. OK, mais l'impact, il est minime. Par contre, il y a d'autres actions qu'on peut mettre en place, comme déjà diminuer les déplacements en avion, réduire son alimentation en viande, ou en fait, quand on fait notre analyse du cycle, notre bilan carbone, on se rend compte que ça, c'est des actions qui ont un impact énorme en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous encourage vraiment à faire ce bilan carbone. À tous, hein, d'ailleurs. Et si ça vous intéresse, il y a un atelier... Vous avez fait le vôtre? Vous avez fait le vôtre? Oui, bien sûr. Alors, verdict? 4,5. Et si ça vous intéresse, il y a des ateliers, des dispositifs qui sont mis en place. L'atelier 2 tonnes, c'est quelque chose qui est maintenant obligatoire dans certains établissements scolaires et c'est sous forme, c'est très ludique, c'est sous une forme de jeu de société. Et vous avez des cartes actions grâce auxquelles vous pouvez vous rendre compte vraiment de si une action a véritablement un impact sur votre bilan carbone. C'est souvent associé à la fresque du climat qui est, on va dire, la première étape pour se rendre compte de quoi on parle, justement, de ce CO2, de ce réchauffement, de ce forçage radiatif qui réchauffe la planète à cause du carbone, et ensuite passer à des ordres de grandeur.
Le faites pas un lundi matin. Faut le faire quand on est vraiment détendu parce que, enfin là, ce qu'il vient de dire, son empreinte à lui, elle est quand même très faible déjà. Donc moi, ça m'a fait déprimer perso. C'est pour ça que je vous ai donné quand même Oui, mais un c'est une message marge de d'encouragement. progression, quoi. Voilà, on va dire ça. On a des marges de progression. On va dire ça. Monsieur, on vous passe le micro. Mais comme vous avez parlé du Shift Project, moi je voulais parler de 2 études qui ont été faites par le Shift Project en partenariat avec la DGA et Total, si je ne dis pas de bêtises, sur les perspectives d'approvisionnement de gaz et de pétrole de l'Europe d'ici 10 ans. Et donc selon leurs études, tout est en déclin. Et ma question c'était, est-ce que ce constat il est partagé par d'autres acteurs ? Parce que ce qui m'étonne, c'est quand j'entends que finalement la perspective du secteur qui va consommer l'électricité qu'on produit en surplus, et aujourd'hui c'est les data centers et l'IA, et c'est pas finalement d'accélérer cette décarbonation par rapport à ce constat. En fait, si on regarde les grands domaines, bon, il y a le secteur de l'IA que je viens de citer, que vous venez de rappeler. Bon, après, il y a un potentiel énorme sur le transport quand même. C'est-à-dire que là, ce qui représente déjà plus de 30% des émissions de gaz à CO2 en France, et c'est à peu près la moyenne européenne. Là, il y a un potentiel de substitution qui est très important. Il y a le sujet de l'industrie qui a été évoqué, qui est aussi un potentiel important. Si on regarde celui de l'habitat, on pense qu'on sera à peu près équilibré, c'est-à-dire que les efforts à faire en termes de sobriété et d'efficacité énergétique vont amener une diminution de la consommation qui sera substituée, dans lequel ensuite on substituera des énergies fossiles par des énergies électriques. Ça veut dire que la consommation devrait être à peu près stable en termes d'électricité. Mais le gros vecteur, c'est quand même le transport et l'industrie. Et là, il y a un potentiel de développement très très important, avec des technos qui sont aujourd'hui matures. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est plutôt de donner aux acteurs, que ce soit les acteurs personnels comme nous ou les acteurs industriels, de la visibilité pour être capable de faire ces investissements long terme. Parce qu'évidemment, tous les investissements qu'on doit faire en matière de décarbonation, pour un industriel, pour quelqu'un qui achète une voiture, qui modifie son chauffage dans sa maison, il a besoin quand même d'indicateurs long terme et de stabilité pour déclencher l'investissement. On va prendre une dernière question, très rapidement, s'il y en a une. Sinon, un petit mot de conclusion, si vous voulez. En 28 Sinon, on secondes. n'a plus de questions. En 28 secondes. 28 secondes, divisé par 3. En 28 par 3, non, mais je pense qu'on parle de révolution parce qu'il y a vraiment une rupture engagée, hein, je pense que c'est ce qu'on a dit, mais qu'on a le potentiel et plutôt un contexte très favorable en France pour la conduire. Surtout, il faut quand même être positif parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui existent déjà, qui sont positives à mettre en place. Et je pense qu'on va tous pouvoir réussir à condition de se bouger. Et je rejoins Léo sur ce point final-là. Je pense qu'il faut rester optimiste. Il faut surtout continuer à se sensibiliser et à sensibiliser les autres sur ces questions-là. Merci encore à nos invités. On vous applaudit. Merci beaucoup. Je vous rappelle que pendant la pause méridienne, vous allez pouvoir profiter de notre escape game. Vous pouvez participer à un quiz, vous voterez avec des listes dans la réalité virtuelle ou créer votre propre tube de musique avec l'IA. Ça se passe à l'accueil. Je vous propose qu'on se retrouve à 14h pour la table innovateur, décrocheur, néo-ruraux, cette jeunesse qui retourne à la terre. Bon appétit.